Alors, avant de nous quitter, en cette fin de matinée, je souhaitais renouveler une nouvelle fois mes remerciements les plus chaleureux aux différents intervenants, qui, je pense, ont su donner une intensité et une profondeur dans la réflexion autour de ces notions d'imputabilité et de causalité. Je me garderai bien de m'immiscer sur le terrain de la causalité juridique. J'oublie pas la dimension humaine. Peut-être que ça n'a pas été suffisamment abordé au travers de nos propos, avec un éclairage peut-être un petit peu trop fort donné sur l'aspect scientifique et sur l'aspect juridique. Je crois que la dimension humaine, surtout chez les médecins que nous sommes, est toujours quelque chose de très prégnant. Toutefois, mon analyse a un petit peu évolué sur la causalité juridique, surtout lors de mes travaux préparatoires, je dirais, lorsque j'ai pris connaissance de la bibliographie, j'étais un petit peu surpris. Et non, finalement, la causalité juridique ne répond pas ou n'a pas pour ressort principal le sentiment ou l'intuition du magistrat ou du régleur. Sur l'imputabilité médicale, les critères de Cordonnier-Muller ont largement été débattus. Ils sont imparfaits, ils sont quand même aujourd'hui un outil qui peut être précieux. Éric a rappelé que 3 d'entre eux, notamment, restaient déterminants, et ça constitue quand même aujourd'hui un outil précieux pour la plupart d'entre nous lorsqu'il s'agit de construire un raisonnement autour de cette imputabilité. Je pense qu'aujourd'hui, et ça a été largement rappelé aussi, l'expert ne doit pas hésiter à s'adjoindre les outils qui sont de plus en plus puissants aujourd'hui et qui sont à sa disposition. Ces derniers sont quand même de grands facilitateurs, notamment lorsqu'il s'agit de faire des recherches bibliographiques, de confronter son premier point de vue à ce que dit la science ou ce que disent les données actuelles de la science, ce qui permet finalement d'aboutir à une optimisation de son analyse et de lui donner davantage de robustesse au regard justement des preuves dans le domaine de la science. Il y a encore il y a certainement des évolutions à attendre dans la façon avec laquelle on exerce notre activité. On a parlé aujourd'hui de l'émergence de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la pertinence de ces outils est largement démontrée, notamment dans certaines spécialités comme l'ophtalmologie, la radiologie, la dermatologie, l'anatomopathologie. Attention toutefois, notamment dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle apprenante. Certes, l'intelligence artificielle apprenante, ce que je crois les anglo-saxons appellent le deep learning, a déjà là aussi apporté la preuve de son efficacité dans certaines réflexions et dans certains domaines. Toutefois, j'ai cru lire ici et là que des auteurs mettaient en garde sur le fait que une trop forte concentration dans la sélection de l'analyse qui est faite par l'intelligence artificielle conduit parfois à ignorer les exceptions. Or, on sait très bien que nous, dans le cadre de nos activités médicales, on peut être confronté à des cas exceptionnels. Un mot encore pour terminer sur le formalisme sur la rédaction des rapports. Ça a été bien étayé par nos collègues ce matin, avec sûrement une préférence à donner à une transcription qui soit étayée dans l'analyse médicale de l'imputabilité, en évitant peut-être ce qui peut être qualifié de simplification, souvent confortable, par une simple sémantique qui peut, là aussi, un certain nombre de cas, donner lieu à plusieurs interprétations. Et enfin, pour terminer, donc, j'ai bien été à l'écoute d'Éric Bassineau lorsqu'il nous a donné une vision prospective sur les formes que pourrait revêtir une réflexion dans le futur pour améliorer finalement nos pratiques. Tout ça, bien sûr, au service des victimes, pour une amélioration de la prise en charge et pour faire en sorte aussi que l'indemnisation soit surtout au service de la qualité de vie des victimes, au-delà éventuellement des simples compensations monétaires. Pour terminer ce congrès, qui, je rappelle quand même, est le congrès de la fédération, j'invite le professeur d'Allemagne, le professeur, excuse-moi, non, c'est pas, c'est un lapsus,
à clore et appeler donc notre collègue, le docteur Villesco, pour la transmission traditionnelle du fanion que j'assurerai après l'intervention de M. Dalmagne.